Juste un instant. On tient à s'excuser pour cette situation, mais vous savez que ce Covid nous fait beaucoup innover et on regrette que Est-ce que vous voyez votre communication? Cette situation. Oui, je la vois. Très bien, ben, je vous laisse poursuivre. Alors, je peux l'avoir en diaporama, s'il vous plaît. Elle est en diaporama chez moi en fait. Vous devez l'avoir en diaporama. Alors, je vais... Peut-être le plus simple pour vous sera de reprendre depuis le début, si ça ne vous dérange pas. Je vais reprendre depuis le début, s'il vous plaît. Oui, là je suis au début. Alors, nous allons voir comment la biomécanobiologie des anévrismes et des dissections aortiques complexes va conduire à une nouvelle approche thérapeutique. Top. Top. Alors, les anévrismes peuvent intéresser tous les territoires vasculaires. Nous nous intéresserons ici qu'à l'anévrisme de l'aorte, aux anévrismes aortiques complexes, de par leur localisation thoraco-abdominale, top, qui représente 5 types dans la classification de Crawford pour modifier sa vie suivante. Top. Alors, les anévrismes peuvent être saculaires ou fusiformes, intéressant une ou plusieurs branches artérielles. Top. Alors, pour les dissections, on a 2 types de classification. La classification de Debacker avec ses 3 types et la classification de Stanford avec le type A qui peut intéresser l'aorte ascendante ou la crosse aortique et le type B qui intéresse l'aorte thoracique descendante. Alors, c'est une affection qui est rare, dont la mortalité est élevée, au-delà de 70% à la première semaine après la présentation des premiers signes cliniques. Là, c'est 50% de mortalité. Et on retrouve un taux de paraplégie supérieur à 13% et une insuffisance rénale au-delà de 34,4%. Top. Alors souvent, ces anévrismes, ces dissections représentent des cas difficiles avec peu d'options thérapeutiques et dont la réparation est souvent difficile et complexe. Top. Alors faisons appel à des techniques chirurgicales, endovasculaires, en passant par des procédures hybrides, mais dont le rapport bénéfice-risque n'est pas toujours facile à démontrer. Suivant, top. Alors la chirurgie représente un défi technique avec des procédures longues, à peu près dans les 10 heures. La morbidité et la mortalité sont liées à la durée du clampage viscéral et à l'expérience de l'opérateur. La mortalité à 30 jours pouvant être au-delà de 20%. Top. Alors l'activité du centre et l'âge du patient représente un impact significatif sur la mortalité à 30 jours, qui varie entre 5 et 19%. Donc, alors, quant aux procédures hybrides, elles font appel au débranchement des artères viscérales ou des troncs supra-aortiques avec réalisation de pontage et la mise en place d'endoprothèses par voie endovasculaire. Donc, malgré tout, la mortalité reste élevée à 30 jours de l'ordre de 14%. Donc, alors, les endoprothèses fenêtrées représentent une technique tout en endovasculaire avec l'isolation mécanique de l'anévrisme du flux sanguin. Top. Et avec une procédure qui est coûteuse, longue, qui expose donc aux radiations. La mortalité à 30 jours est supérieure à 25%. Top. On a une variante qui sont les endoprothèses multibranchées, dont la gestion des embranchements est compliquée, qui va nécessiter une courbe d'apprentissage assez longue dans des centres de référence. Suivante. Alors la méta-analyse montre que pour les endoprothèses fenêtrées branchées, la mortalité à 30 jours varie entre 0,5%, la paraplégie à 11%, et dans les endophiles de type 1 sont de l'ordre de 15%, avec un taux de réintervention conséquent de 21 à 47%. Donc, alors pour les prothèses encheminées, on a à disposition plusieurs dispositifs et endoprothèses de toutes sortes. Alors, la Graceva, c'est une technique qui est voyeuse, un nombre important d'endophiles de type 1, à peu près 14%. Top. Alors ce tableau pour montrer la comparaison entre la chirurgie hybride et les traitements endovasculaires. Alors on voit que la mortalité à 30 jours est la plus importante après chirurgie ou technique hybride. Elle varie entre 11,4 et 14,8%. Que le taux de paraplégie de 7,6% après traitement endovasculaire par
endoprothèse pénétrée ou branchée, et que les techniques hybrides ou de techniques de cheminée vont en donner à peu près un taux de 12% d'insuffisance rénale. Donc, alors, pour ce qui est des dissections, on aura le même type de procédure chirurgicale, hybride, endovasculaire. Ce sera pour la dissection de type A ou type B. Suivant, top. Alors, on voit que, d'après ces revues rétrospectives en chirurgie en endoprothèse, avec les endoprothèses, on voit que le traitement par endoprothèse ne fait pas mieux que la chirurgie. Top. Alors, on voit que la moyenne des complications après des anévrismes et dissections après traitement, toutes techniques confondues, donne un taux de mortalité à 30 jours qui dépasse 13%, une paraplégie de l'ordre de 12%, avec 3 fois plus d'insuffisance rénale et 9 fois plus d'ischémie cérébrale après traitement dans les dissections aortiques. Top. Alors, à la lumière de ces résultats, quelle solution paraît possible? Sachant que les phénomènes biomécanobiologiques dans les anévrismes et les dissections sont associés aux phénomènes de turbulence. Suivant. Top. Alors, la biomécanobiologie représente le lien entre la biomécanique et la biologie, et elle traite de l'interaction entre les forces mécaniques du fluide, de la paroi et de la fonction biologique. Top. Alors, Aristote a été le premier à décrire la biomécanique. Il a recherché sur l'investigation des forces qui vont agir sur la locomotion dans toutes les formes de vie. Le corps humain est pas une machine contrôlée par les mêmes lois de comportement mécanique que les autres machines. Alors aujourd'hui, la montée en puissance de la simulation numérique des propriétés biomécaniques de la paroi et une meilleure compréhension de sa fonction biologique ont permis de prédire les effets du flux sur le mur artériel. Donc, la mécanobiologie est une nouvelle discipline dont l'essor a eu lieu dans les années 2000 à la suite du traité de Darcy Thompson qui a révolutionné la biologie en postulant que la morphogénèse peut être expliquée par des forces et des mouvements, en d'autres termes par la mécanique. Et la présence de contacts physiques mécaniquement résistants entre les cellules détermine grandement la propagation de contraintes mécaniques dans les tissus. Alors cette composante a largement été occultée pendant plus d'un siècle par les approches biochimiques et génétiques, faisant la part belle aux processus chimiques du vivant. Ainsi, la majorité des processus biologiques à différentes échelles est liée aux contraintes biomécaniques et aux déformations. Top. Alors, la biomécanique et la mécanobiologie se situent dans le même continuum conceptuel. Elles ne diffèrent à première vue que par le niveau d'analyse macroscopique, méso ou versus microscopique. Alors, le couplage de ces deux propriétés qu'est la biomécanobiologie va permettre de comprendre la réponse des cellules vasculaires aux différentes sollicitations et qui peuvent pouvant expliquer le type de contraintes régissant le remodelage, la rupture de la paroi artérielle et le comportement du flux sanguin. Top. Alors, à cause de biomécanobiologique, traitement biomécanobiologique. Et dans c'est le concept du dispositif tridimensionnel multicouche qui intègre différents aspects de la biomécanobiologie en tenant compte du comportement du flux sanguin et de la biologie de la paroi. Donc, alors, la biomécanobiologie du multicouche modulateur de flux va articuler sur 4 principes. La formation du flux turbulent en flux laminaire, la lamination qui va permettre l'organisation d'un thrombus, la formation d'un thrombus organisé et stable, la perfusion des branches et enfin l'endothélialisation. Donc, alors, il faut traiter les turbulences pour avoir une stabilisation de l'anévrisme. Alors ici, à gauche, on voit un modèle in vitro de la turbulence avec le flux qui tourbillonne à l'intérieur de la poche anévrismale. Et à droite, la simulation numérique d'un modèle d'anévrisme de dissection avec des forces, des pressions locales et des contraintes de cisaillement. Donc, alors le modulateur de flux multicouche va convertir le flux turbulent pathologique en flux laminaire réparateur afin d'obtenir une stabilisation de l'anévrisme. Donc,
Alors, sur cet exemple, en bas à gauche, on voit in vitro l'expérience en présence du multicouche avec une lamination du flux à travers la paroi, alors qu'à droite, en l'absence de ce dispositif, un flux turbulent. Alors, cette lamination va entraîner la formation d'un thrombus organisé en ligne de Zahn. On va bien au point de vue histologique et à l'échographie. Suivante. Top. Alors, l'étude du flux par laser qui a été réalisée au Japon par le professeur Makoto pour étudier l'imagerie de la vitesse des particules et qui montre sur ce modèle d'anévrisme de l'aorte abdominale qu'en présence du MFM, il y a une diminution de la vitesse du flux dans l'anévrisme après déploiement de ce dispositif. Top. Alors sur un modèle d'anévrisme avec branche, on voit que le flux est redirigé vers la branche selon un phénomène de Venturi, et que la vitesse du flux augmente dans la branche, permettant bien sûr le maintien de la perfusion de cette branche. Top. Alors le calcul théorique donne 25% d'augmentation du flux dans les branches. À droite, sur un cas réel, la simulation numérique sur un scanner en 3D, on voit que le flux est turbulent et puis avec le dispositif mis en place, on voit ce laminage qui se fait par le MFM. Top. Alors les avantages de la lamination, c'est qu'ils vont permettre de maintenir la perméabilité des branches et assurant ainsi la meilleure perfusion des organes. Alors avec ces cas cliniques à droite, on voit la perméabilité des branches à travers le dispositif. Top. Excusez-moi, reviens en arrière s'il vous plaît. Alors, un cas de dilatation de l'aorte ascendante, et on voit en simulation numérique le fort risque de rupture à ce niveau qui disparaît complètement avec la mise en place du dispositif à l'intérieur au niveau de l'aorte ascendante. Top. Alors, on arrive au quatrième principe de ce dispositif, qui est l'endothélialisation, qui a été prouvé chez l'animal. On voit que le MFM est endothélialisé avec une accélération plus rapide que le stent monobouche et que les cellules, donc en microscopie électronique, on voit que les cellules endothéliales tapissent le dispositif tout en préservant les ostiens. Top. Ce qui a été vérifié chez l'homme, ici sur une recoupe du dispositif, qui a été examiné par le groupe MIT et CD7 aux États-Unis, on voit que la bordure luminale est tapissée de cellules endothéliales. Top. Alors, qu'en est-il de l'application de la biomécanobiologie à la dissection? Top. Alors, j'ai participé à cette application en créant le modèle de dissection chez l'animal. Et on voit ici le scanner après mise en place de l'aorte disséquée chez l'animal qui montre ce vrai chenal. L'animal rompu 2 jours après, bien sûr sans traitement. Dans le lot des corps qui ont été traités, on voit que le scanner à 3 mois montre un vrai chenal qui est perméable et on voit sur l'explant le stent dans le vrai chenal avec un faux chenal complètement thrombosé. Top. Alors, la simulation numérique a bien montré que on a aussi, là aussi une transformation du flux turbulent en flux laminaire du faux chenal avec une restauration du flux global et une réduction de la taille du faux chenal. Top. Alors, voilà, sur un cas clinique aussi pour montrer une dissection de type B incluant une dissection vasculaire avec la rénale dans le faux chenal. Top. Alors, pour expliquer comment se fait la perfusion de l'artère rénale qui se trouve dans le faux chenal. Alors, une fois le dispositif mis en place, le faux chenal va thromboser en regard du dispositif, alors que l'artère rénale va faire un appel de flux à partir de l'extrémité inférieure. Le flux va remonter contre la gravité de la partie de la pression la plus élevée vers le compartiment de la pression la moins élevée, permettant ainsi la perfusion de l'artère rénale. Top. Un autre cas de dissection iatrogénique post-coronarographie. Top. Traité par ce dispositif. Top. Top. Alors, il y a plus de 5000 procédures qui ont été réalisées dans le monde. C'est un dispositif qui a une bonne proportion radiale
l'intégration du dispositif. Top. C'est un dispositif qui a une grande flexibilité et conformabilité. On voit qu'il ne modifie pas la conclusion de l'arbre ascendante sur ce fil. Top. Alors, bon, quels sont les résultats des anévrismes et dissections traitées? Top. Alors, on voit ici par rapport à la chirurgie et aux autres procédures endovasculaires, on a une mortalité à 30 jours qui varie entre 0 et 5,90. C'est la mortalité du registre global, qui est pratiquement identique à celle de la chirurgie. Alors, pourquoi ce taux élevé? C'est parce qu'il y a eu dans ce registre 35 patients qui ont été inclus et qui étaient en dehors des indications d'utilisation pour lesquelles le multicouche était indiqué. Alors on va avec une absence de paraplégie, d'insuffisance rénale. Top. Pour la dissection, on voit que la mortalité est 6 fois moins importante que pour les autres procédures, avec une absence de paraplégie, d'insuffisance rénale, d'accident vasculaire cérébral. Top. Alors, à la lumière de ce que l'on vient de dire, je voudrais vous présenter quelques exemples de la série marocaine qui a été publiée dans le JEVT 2016. Top. Nous avons actuellement un recul pour 8 cas, compris entre 5 ans et 10 ans. Top. Alors, toutes les procédures ont été réalisées sur les anesthésies locales et on voit à droite comment se déploie le dispositif. On commence du bas vers le haut et en mettant en allant du plus petit vers le plus grand. Top. Alors, on remarque qu'on a une différence moyenne à 6 mois qui est plus marquée pour le diamètre transversal que pour le diamètre antérieur-postérieur. Top. Alors, voici le premier cas de la série. Il s'agit d'une jeune fille de 16 ans qui était porteuse d'un anévrisme tuberculeux qui a été traitée de façon, bien sûr, par un traitement antivacillaire pendant 12 mois. Et là, elle a bénéficié de cette procédure. Et voici les différents scanners aux différents temps de l'évolution et aux différents niveaux. On voit donc l'évolution des différents anévrismes. Top. Alors, à 5 ans, cette patiente développe une endophyte de type 1A. Et nous avons complété par une seconde procédure, par l'implantation d'un autre dispositif MFM. Et on voit que 6 mois après la seconde procédure, on voit pratiquement une exclusion quasi complète de ce anévrismage qui est alimenté par l'endophyte. Et à droite, on voit la perméabilité des branches à travers le dispositif. Top. Alors voici les images en reconstruction en pré, 5 ans et 10 ans. Top. Top. Alors ici, on voit 8 ans, et là, au début et à 10 ans actuellement. Top. On voit ici, au même niveau, un anévrisme bisaculaire qui s'est complètement exclu, thrombosé à 10 ans chez cette patiente. Top. Ici, c'est pour montrer un cas d'anévrisme pararénal qui a été traité par un dispositif à 7 ans de recul, pour la perfusion et le maintien de la perfusion des artères lombaires et intercostales. Top. Alors, une dissection de type B, avec un aspect dysplasique de la sous-clavière, du tronc cœliaque et de la mésentérique, qui ont été traités dans le même temps que la dissection. Top. Voici les différents scanners. Et là, au fil de l'évolution, jusqu'à 5. Top. Ici, avant la procédure, et à 5, on voit que les branches s'intéressent, restées perméables, avec un faux chemin qui commence à se réduire. Top. Alors, le dernier cas présenté, c'est celui d'un patient qui faisait une dissection de type B avec un anévrisme iliaque primitif de 13 cm de diamètre, qui a été corrigé en même temps que la dissection et qui a complètement exclu à 1 mois. Top. Top. Voici ici. Non, vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit, chez ce patient, on a vu le modèle in vitro. Alors, on voit de façon en temps réel. Alors, les vidéos ne marchent pas à droite. On peut activer les vidéos à droite, s'il vous plaît. C'est bon. Est-ce qu'on peut activer les vidéos qui sont à droite? Les vidéos sont activées. Hein. Bon, là, je ne vois pas. Si. Alors, puisqu'on doit voir le flux à l'intérieur du sac anévrismal.
Normalement, les vidéos sont activées. Et au moment où on met le dispositif, non, on va pas. Au moment où on met le dispositif, on a une inversion de flux à travers le multicouche qui répartit la vitesse du vortex. Je ne sais pas si vous voyez chez vous ce film. Non, les deux vidéos sur la droite ne fonctionnent pas. Pourtant, elle marchait. On peut avancer, s'il vous plaît. L'idée ne marche pas. Alors, est-ce que vous pouvez activer les vidéos, s'il vous plaît? Madame, j'ai déjà activé les vidéos ne fonctionnent pas. Elles sont activées, elles passent. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, bien sûr. Voilà. Les vidéos ne fonctionnent pas. On peut avancer, s'il vous plaît. C'est dommage. C'est dommage. Pas intéressant. Top. Alors ici, les différents temps d'évolution jusqu'à 4 ans. Top. En simulation numérique, on voit que la vitesse au niveau de la porte d'entrée et la pression dans le faux chenal vont diminuer au moment de l'implantation de ce dispositif. Top. Alors, sur ce graphique, on voit la réduction du volume du faux chenal durant l'évolution jusqu'à 4 ans. Top. Voici avant et à 5 ans. Top. Alors, nous n'avons eu aucune complication neurologique, malgré la longueur de couverture aortique, avec une perméabilité des branches de mes patients. Top. Nous déplorons un décès à 7 ans. C'est le dernier patient présenté. Il est décédé 1 mois avant son contrôle de 7 ans, suite à un accident de la voie publique. Alors, nous avons 2 endophytes corrigés à 5 ans et à 6 mois. Top. Donc, que pouvons-nous dire en conclusion? C'est qu'après 3 décennies, l'endoprothèse parfaite n'existe pas encore. La biomécanobiologie a démontré que les phénomènes de turbulence sont au cœur du problème et que la lamination est le dénominateur commun entre le fluide, la paroi et la biologie dans la réparation physiologique de ces pathologies. Les avancées de la recherche en biomécanobiologie sont en train de révolutionner la connaissance en biologie, ses applications en physiologie et en physiopathologie, ce qui va nous permettre de mettre à notre disposition des solutions idoines pour traiter nos patients porteurs de ces affections aortiques complexes. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous avez fait un remarquable exposé, malgré toutes les difficultés techniques, et vous avez eu la patience d'attendre que tout soit en ordre pour présenter votre communication. Celle-ci a été très complète, très enrichissante, mais l'heure a tourné et nous ne pouvons pas compléter par des questions à l'assistance votre présentation. J'ai notamment observé que vous travaillez avec les vétérinaires en chirurgie expérimentale et que, si vous voulez, votre travail est centré sur la propriété du flux laminaire que tout le monde connaît bien, mais qui est très difficile à mettre en œuvre. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame.